retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat va voter cet après-midi sur le projet de loi bioéthique qui comprend entre autres mesures la PMA pour toutes. On va en parler avec l'un des rapporteurs du texte, c'est le sénateur apparenté socialiste de Paris, Bernard Jomier, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis, vous le savez, nous faisons un tour de France de la campagne des municipales. Cette semaine, nous sommes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, direction Lille, où Martine Aubry est en lice pour un 4e mandat. Et puis enfin, dans le Club des territoires, qui sera un club des municipales, comme tous les mardis jusqu'à l'élection, on fera notamment un point sur la campagne à Amiens, où La République En Marche est divisée. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 4 février. La commission spéciale à l'Assemblée nationale a débuté hier l'examen de la réforme des retraites et il s'annonce long. 22 000 amendements ont été déposés. Ce soir, un débat aura lieu en séance sur le financement des retraites et la mobilisation continue dans la rue. Hier, ce sont les avocats qui ont protesté contre la réforme. Et dans ce contexte, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à garantir un service minimum réel dans les transports les jours de grève. Un texte qui vise notamment à assurer le trafic pendant les heures de pointe, quitte à réquisitionner les grévistes. Et puis Sanofi annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire dans l'affaire de la Dépakine. Cet antiépileptique qui présente un risque élevé de malformation sur le fœtus. La Dépakine est au centre d'un scandale sanitaire. Une enquête avait été ouverte en 2016. Et on débute avec le sénateur du jour, élu de Paris, apparenté au groupe socialiste. Bonjour Bernard Jomier. Bonjour. Vous êtes l'un des rapporteurs de la loi bioéthique dont le vote a lieu cet après-midi. On va en parler bien sûr, mais d'abord des questions d'actualité. Cette réforme des retraites, l'Assemblée nationale qui a donc débuté hier l'examen du texte en commission spéciale. Un examen qui s'annonce long, on le disait, 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 rien que pour la France insoumise. Est-ce que vous approuvez cette stratégie d'obstruction affichée de la part de la France insoumise ? On est dans un conflit que le gouvernement a décidé de régler par le rapport de force, par le passage en force. Donc malheureusement, quand on s'entête de cette façon-là, parce que c'est déraisonnable, quand au bout de plusieurs mois de conflit, on voit qu'il y a une nette majorité de Français qui restent opposés au projet de réforme des retraites, il est beaucoup plus sage de faire quelques pas en arrière. Ça n'est pas infamant pour un gouvernement, ça démontre une capacité d'écoute et puis de reprendre les choses plus calmement. Là, le gouvernement a choisi le passage en force. Donc, il va s'appuyer sur ces 300 députés dont on a vu qu'ils sont prêts à suivre le gouvernement dans à peu près n'importe quelles conditions. Et donc, en face, il y a une stratégie qui se met en place, qui est une stratégie de retardement. Moi, je regrette l'ensemble de cette séquence. Et donc la première responsabilité, elle est entre les mains de ceux qui gouvernent. Et ceux qui n'entendent pas, on a vu encore hier les avocats, les médecins étaient dans la rue, beaucoup de professions ne sont pas d'accord. Et les Français ne comprennent pas cette réforme. On ne fait pas une réforme des retraites pour corriger des inégalités qui sont réelles, en créant d'autres inégalités. Ça n'a absolument aucun sens. Mais est-ce qu'en faisant ça, autant d'amendements et cette obstruction, finalement, ça ne fait pas le jeu du gouvernement, puisque ça empêche un débat de fond entre les parlementaires ? Mais vous savez, le débat de fond, il a lieu, le débat de fond. Mais quand on arrive avec un projet de réforme où les conditions ne sont pas clairement énoncées, on ne sait pas comment l'équilibre financier sera fait de ce nouveau système des retraites. La conférence, elle aura lieu plus tard. Donc on demande aux législateurs de commencer à voter une réforme sans avoir toutes les conditions, tous les tenants et tous les aboutissants. En termes démocratiques, c'est quand même un peu stupéfiant. Donc moi je crois qu'il serait beaucoup plus sage que le gouvernement prenne le temps. Il le refuse, c'est clair. Le président temps, ça veut dire quoi? Pas de procédure accélérée? Ça veut dire voilà, le président du Sénat a demandé qu'il y ait une procédure normale d'examen d'un texte, ce qui serait la moindre des choses pour une réforme aussi importante. Vous voyez, on sort des lois de bioéthique, qui est une loi très importante pour notre société, elle est en procédure normale. Là, on fait sans arrêt de la procédure accélérée. Donc, à brusquer en permanence notre pays, à brusquer la société, à avoir cette conception du pouvoir qui est quand même
très, très dur vis-à-vis des forces sociales, on récolte la tempête. Allez, dans ce contexte, le Sénat va examiner cet après-midi la proposition de loi de Bruno Retailleau qui vise à garantir un service minimum réel pendant les jours de grève, notamment un service assuré aux heures de pointe, quitte à réquisitionner des grévistes. Vous êtes élu de Paris, on a vu les perturbations en région parisienne au mois de décembre. Est-ce que vous dites finalement c'est une bonne chose cette proposition de loi ? Vous savez, les gens ont souffert de l'absence des transports en commun pendant une longue période à Paris, en Île-de-France particulièrement. Et pour autant, quand on les interroge, ils restaient solidaires des grévistes. Le droit de grève, c'est un principe d'ordre constitutionnel. Et donc, il ne doit pas se discuter. Il est réglementé. La dernière loi en la matière, c'est 2007, donc pour réglementer ce droit de grève. Et je pense que ces dispositions, elles sont satisfaisantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité à l'heure actuelle de changer les règles. On ne casse pas le thermomètre quand un pays a la fièvre. Or, vouloir faire disparaître le droit de grève, le dissoudre en fait dans la vie du pays, c'est un peu ce que Nicolas Sarkozy avait théorisé en disant « Vous voyez, avec moi, maintenant, quand il y a une grève, plus personne ne la voit ». Et bien ça, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Parce que là pour vous aussi, garantir un service minimum aux heures de pointe, ça veut dire faire disparaître le droit de grève, ça n'empêche pas le droit de grève. Il y a des conditions qui ont été posées par la loi Bertrand de 2007 qui font que maintenant, et on l'a vu, les Parisiens l'ont vu, les Franciliens, on pouvait la veille savoir quelle ligne de métro, quelle ligne de RER fonctionnait, ne fonctionnait pas, selon quels horaires. Donc il y a eu une... Et beaucoup étaient fermés, vous le savez, notamment au mois de décembre. Beaucoup ont été fermés, mais c'était le symptôme. On voit bien que ce dossier des retraites pose un problème politique de premier ordre. Donc je trouve que s'attaquer aux symptômes et ne pas s'attaquer à la cause, ça n'est pas la bonne démarche et cette PPL ne vise qu'une fois encore à essayer de rabaisser le droit de grève à un niveau secondaire, alors qu'une fois encore, il est d'ordre constitutionnel. Allez, justement, entre PPL et PPL constitutionnel, le Sénat qui veut armer la Constitution contre le communautarisme à la majorité de la droite et du centre dépose une proposition de loi constitutionnelle pour réaffirmer la prééminence des lois de la République. Est-ce que le groupe Parti Socialiste, votre groupe, va soutenir ce texte ? On va voir, on va en discuter, mais on voit bien que là encore, c'est quand même un petit peu étonnant. On vient de parler du droit de grève qui est un principe d'ordre constitutionnel et le groupe LR essaye d'y porter atteinte. Et là, il veut quoi? Il veut réaffirmer ce qui est déjà dans la Constitution. Donc il faut dire pourquoi. On voit bien qu'il y a une forme d'opportunisme à surfer sur des faits divers actuellement, à surfer sur... soi-disant une fracture de la société. Moi, je ne vois pas cette fracture de la société. Je vois des tensions. Je vois des tensions dans notre société qui sont d'ordre multiple. On voit bien que c'est le fait religieux qui est visé par les auteurs de la PPL, mais ça n'est pas la bonne méthode. Encore une fois, la Constitution est très claire. Nous n'avons pas besoin vraiment de nouveaux outils. Nous avons besoin de volonté politique en la matière. Et c'est une tendance bien française, y compris... Est-ce qu'elle est là, cette volonté politique ? Mais j'en suis pas convaincu, malheureusement. Et donc, ça n'est pas parce que la volonté politique n'est pas suffisante qu'il faut la remplacer par un débat d'ordre législatif ou constitutionnel. On est dans un pays qui pense que toujours on résout tout par la loi. Et donc, ça produit une inflation de textes législatifs. En permanence, le Parlement écrit de nouvelles lois. Et ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui s'en plaignent et qui disent que la loi devient trop bavarde. Et les mêmes réécrivent une deuxième fois, veulent réécrire une deuxième fois, en l'occurrence dans la Constitution, des valeurs qui y sont déjà. Donc vous dites pas besoin de compléter la Constitution, mais il faut une volonté politique qui doit aboutir à quoi? Et qui manque de volonté politique? Mais moi, j'attends toujours le grand discours du chef de l'État sur la laïcité, puisque c'est de cela dont il est question. Et ce grand discours, il ne vient pas. Et si le discours ne vient pas, c'est peut-être parce que le chef de l'État ne sait pas exactement comment il doit gérer ces questions, comment il doit les affronter. Et ça donne des décisions un petit peu erratiques. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il faille, au jour d'aujourd'hui, retoucher à la Constitution sur ces questions. La Constitution, il ne faut pas y toucher sans arrêt, et certainement pas pour répéter les mêmes choses. Allez, on va passer à l'autre actualité du Sénat, puisque c'est aujourd'hui que le Sénat doit s'exprimer sur l'ensemble du projet de loi bioéthique. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Bernard Jomier.
Bonjour. Et c'est donc cet après-midi qu'aura lieu le vote sur l'ensemble du projet de loi bioéthique. Et Alex, on peut dire que le Sénat, il a modifié en profondeur ce texte issu de l'Assemblée nationale. Et oui, on peut dire que ce texte n'a plus rien à voir. Alors, le débat au Sénat a d'abord porté pendant une semaine sur la PMA, la procréation médicalement assistée, puisque le Sénat a adopté la mesure phare de ce texte, la PMA pour toutes les femmes. Mais en revanche, les sénateurs ont refusé de rembourser cette PMA pour toutes par la sécurité sociale. Le remboursement ne sera compris que pour les couples infertiles. Et puis, ils ont également refusé la levée systématique de l'anonymat pour les donneurs de gamètes. Ils proposent une levée partielle. Enfin, ils ont interdit le diagnostic génétique de l'embryon avant l'implantation, un diagnostic qui permet de détecter certaines anomalies chromosomiques comme la trisomie 21. Et ce débat a suscité une certaine division au sein de la droite du Sénat. Écoutez les échanges. Maintenant, très clairement, on est dans une démarche d'eugénisme. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit, ni plus ni moins, de trier les embryons et d'éliminer les embryons qui n'ont pas un génome conforme, normal. C'est très clair. Voilà. Donc cette dérive, c'est même pas une dérive, c'est une mesure qui est une mesure eugénique. Si c'est lutter pour ne pas empêcher la naissance d'enfants trisomiques 21, ok. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, à une condition. C'est qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Et que dans le cadre d'une grossesse, on ne fasse plus de tests de la trisomie 21 et qu'on ne fasse plus non plus d'amniosynthèse en proposant ensuite aux femmes enceintes, est-ce que vous voulez le garder ou pas le garder ? Alors ça, c'est pour la partie PMA du texte, partie dont on a beaucoup parlé, mais le débat bioéthique, il a porté sur bien d'autres sujets, Alex. Et oui, et les sénateurs ont introduit dans le débat le thème de la GPA, la gestation pour autrui, et le Sénat a interdit la transcription à l'état civil français d'un enfant issu d'une GPA à l'étranger. Alors ça concerne le parent d'intention, celui qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant. Les sénateurs refusent également d'autoriser la création d'un embryon dit chimérique, c'est-à-dire issu d'un mélange de cellules humaines et de cellules animales. Écoutez sur ce point le sénateur LR Roger Karoutchi. Je ne crois pas à la bonté fondamentale de l'être humain. Je crois que la pression sociale, sociétale, économique fait que y a des choses qui se font au-delà de ce que l'on voudrait au début. Alors je sais bien, monsieur Hainaut, bien sûr qu'il n'est pas question de créer des centaures. Bien sûr qu'on ne va pas rejouer la planète des singes. Bien sûr que même le monde de Narnia n'est pas pour nous. Très bien. Mais quand même, est-ce que le Parlement de la République ne peut pas dire aux scientifiques et aux chercheurs « Oui, faites ce que vous pouvez pour le bien commun, mais non, ne mettez pas tout simplement, de manière globale, l'espèce humaine dans une situation dangereuse ». Les sénateurs se sont opposés également à l'introduction d'une clause de conscience pour les professionnels de santé réalisant une interruption médicale de grossesse. Alors les sénateurs n'ont pas tout interdit, ne se sont pas opposés à tout. Ils ont par exemple réautorisé la technique dite du bébé médicament, c'est-à-dire concevoir un enfant indemne d'une maladie génétique pour pouvoir soigner son grand frère. Donc voilà pour toutes les modifications de ce texte. Concernant le vote cet après-midi du Sénat, il est très difficile de présumer du résultat du vote, tant chaque groupe politique du Sénat est divisé sur chaque mesure du texte. Merci beaucoup Alex. Bernard Jomier, Alex le disait, c'est un texte qui a divisé le Sénat et qui a divisé à l'intérieur même des groupes politiques. Est-ce que vous pensez que le texte sera voté cet après-midi ? Oui, je pense qu'il sera voté. Je pense qu'il sera voté parce que l'objet PMA, on va dire, a un peu envahi tout le texte, et moi je le regrette personnellement, qu'il est difficile maintenant de dire non à la PMA, même pour les opposants. Je regrette que les conditions restrictives qui ont été mises par la majorité du Sénat, en refusant le remboursement, c'est clairement introduire une discrimination, c'est faire que le droit sera formel et pas réel. Et donc ça n'est pas, demandez à l'Assemblée nationale et au gouvernement de revenir sur ce point. Ça n'est pas responsable. Par ailleurs, je regrette aussi, ça a été dit, que tout ce qui est génétique a été vu avec un regard un peu obscurantiste. Il faut être très clair, l'eugénisme. De la part de qui ? De la part du Sénat ? De la part de Bruno Retailleau et du groupe qui était autour de lui, suivi malheureusement par la ministre de la Santé. L'eugénisme, c'est de sélectionner des embryons sur leurs caractéristiques. La médecine, c'est d'éliminer des maladies graves, incurables et qui souvent font que l'enfant ne vivra pas.
Moi, je préfère un enfant vivant, de toute façon, parce que c'est ça la problématique, et ce n'est pas la problématique de l'enfant sain. Quand vous avez une trisomie 15 ou 13, vous ne vivez pas, de toute façon. Et moi, je regrette que tous ces progrès aient été rejetés. Juste un point, sur le diagnostic néonatal, où le rapporteur, Olivier Henno, avait proposé un peu d'extension, la Haute Autorité de Santé a rendu un avis hier demandant 7 nouveaux diagnostics néonataux. Donc vous voyez bien que l'enjeu, il est la santé, il est d'éliminer des maladies qui sont graves et incurables, il est de mieux soigner derrière les enfants quand on peut mettre en œuvre des thérapies géniques. Et il y a une espèce de crainte, on va dire, en permanence que nos scientifiques soient des fous, alors que, regardez, depuis 1982, la naissance du premier bébé dit éprouvette par FIV en France, Amandine, il n'y a eu aucune dérive éthique dans notre pays. Un point qui a été beaucoup commenté, bien sûr, c'est la PMA. Vous avez dit que vous souhaitez que l'Assemblée nationale revienne sur le remboursement, alors que le Sénat a voté contre. L'autre point, c'est la GPA. Le Sénat a réaffirmé son opposition à la GPA, avec notamment l'interdiction de la transcription à l'état civil du parent d'intention. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Je trouve que Est-ce qu'il y a besoin de réaffirmer ça ? C'est un amendement un peu lâche, d'abord, pour parler clairement. Parce que la GPA, c'est une pratique d'adulte. Donc on va en discuter. Mais interdire la transcription de l'acte d'état civil d'enfant, c'est porter atteinte aux droits de l'enfant. On ne peut pas en permanence brandir, et à juste titre, l'intérêt supérieur de l'enfant, et là s'en prendre aux enfants. Je trouve ça pas très courageux. Il fallait que celui qui a porté cet amendement, Bruno Retailleau, propose de mettre en prison les adultes à ce moment-là. Il faut avoir du courage dans ses opinions. Il faut aller au bout. Moi, je constate que la GPA, elle existe. Elle existe pour des couples homosexuels, elle existe aussi pour des couples hétérosexuels. Et que le choix à l'heure actuelle, c'est elle existe à l'étranger dans des conditions qui peuvent être des conditions de dérive, de marchandisation du corps humain, ou alors on réfléchit à ce qu'on fait dans notre pays. Voilà, on n'est pas au bout du débat. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur le terme du débat. Mais ce que je sais, c'est que la position d'interdiction n'est pas réaliste. Voilà. Refuser à tout prix la marchandisation du corps humain, oui. Et moi, je n'accepterai jamais un cadre qui inclut une quelconque marchandisation du corps humain. Par contre, je crois qu'il y a une voie qui peut être tracée et que cette voie, il va bien falloir en débattre dans les années à venir. Et que le débat sur la GPA va revenir rapidement sur le devant de la scène. Il reviendra dans les années à venir. Autre sujet qui vous concerne aussi, c'est cette crise dans les hôpitaux. Bernard Jomier, 19 chefs de service à l'hôpital Saint-Louis de Paris ont remis collectivement leur démission hier. C'était déjà le cas d'une cinquantaine d'entre eux à Rennes la semaine dernière. Est-ce que vous comprenez ces décisions de chefs de service ? Quand je parlais de difficulté du gouvernement à écouter ce que dit notre société, on en a là un des pires exemples. La crise dans les hôpitaux. 3 plans successifs présentés par la ministre de la Santé, les soignants qui disent non, ça ne va pas, et qui, au point maintenant que des chefs de service démissionnent, que les infirmières quittent l'hôpital public, que les aides-soignantes s'en vont, que des lits ferment, non pas par décision du ministère, mais parce qu'il n'y a plus de soignants pour s'occuper des patients. Et que dit le gouvernement ? Rien. Il dit « on a pris les bonnes mesures, ça va aller ». Moi, je pense qu'il est urgent, de prendre des mesures d'ordre financier réelles pour relancer l'attractivité de l'hôpital public. Ça, c'est particulièrement pour les aides-soignantes et les infirmières. Et 2, il est urgent de lancer un processus d'états généraux ou d'assises de la santé pour rediscuter de ces questions, pour redonner du sens aux missions des personnels hospitaliers, mais ne pas les écouter à ce point. C'est tout à fait choquant. Qu'ils ne sont pas écoutés, vous le disiez. Ils ne sont pas, mais ils le disent eux-mêmes. Les reçoit. Mais non, mais ce n'est pas parce que vous recevez les gens autour d'une table. Elle a reçu une délégation de 6 membres du collectif interhôpital. Ils sont sortis en disant on n'a pas été entendus, on ne nous a pas écoutés. Et ça n'est pas possible. Moi, j'appelle réellement le Premier ministre et le chef de l'État à prendre la mesure de la gravité de la situation. Allez, on va, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale. Bernard Jomier, on va aller à Lyon, retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Frédéric Massé, chef Infodesk central du Progrès. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler des 90 km/h, Frédéric. Et dans votre région, on voit que le choix est différent selon les départements. Et oui.
Depuis l'adoption de la loi d'orientation des mobilités le 24 décembre dernier, les départements peuvent faire le choix de revenir aux 90 km/h. Pour cela, chaque président de conseil départemental doit prendre un arrêté, ce qu'a fait le président du Jura, par exemple, pour 400 des 3500 km de son réseau routier. Et c'est le cas de plusieurs autres départements français. Je crois que vous évoquiez hier celui de la Corrèze. Mais le département de l'Ain, lui, a décidé de faire un autre choix et de surseoir à un retour aux 90 km/h sur les 550 km du réseau routier qui pouvaient y prétendre. Le président du département souhaite en effet attendre la fin de la période d'expérimentation annoncée par le gouvernement en 2018 et qui prendra fin à l'été 2020. D'ici là, il souhaite consulter les présidents des départements limitrophes avant de prendre sa décision. C'est appuyé ce choix? Alors, le premier argument tient aux chiffres de la sécurité routière qui sont historiquement mauvais dans ce département de l'Ain. Pour preuve, les 6 personnes mortes sur les routes de son territoire depuis le début de l'année, je dis bien 6 personnes tuées en à peine plus d'un mois, c'est assez catastrophique. Et puis le deuxième argument qui a aussi pesé dans la balance, lui est d'ordre financier. Pour revenir aux 90 km/h sur l'ensemble des 4500 km du réseau départemental de l'Ain, il fallait de nouveau changer les panneaux de limitation de vitesse à raison de 14 300 panneaux à 100 € l'unité. La facture s'élèverait à la modique somme de 1,43 million d'euros. Vous imaginez un petit peu le coût. Au final, le président du conseil départemental de l'Ain a donc estimé qu'un retour aux 90 km/h ne serait pas un bon signal envoyé à la population. Et pourtant, on le voit dans les sondages, la population, elle est plutôt favorable à ce retour aux 90 km/h. Alors, effectivement, même si le curseur varie au gré des études, selon celle de 40 millions d'automobilistes, 66% des Français souhaitent un retour aux 90 km/h, une majorité qui atteint les 88% selon l'étude réalisée par le site quelassureur.com. Alors, au sein des associations de l'Ain, l'annonce de la décision du conseil départemental a d'ailleurs été diversement appréciée. À l'association des motards de l'Ain, on regrette un dispositif, je cite, orchestré pour ponctionner de l'argent. Pour eux, il vaudrait mieux remettre en cause le permis de conduire délivré à vie. Dans une association de sécurité routière, on est moins tranché sur le 80 ou le 90 km/h. On plaide surtout pour une harmonisation de la vitesse sur l'ensemble du réseau routier. Enfin, à la Ligue contre la violence routière, on s'en félicite bien évidemment. L'association rappelle que la vitesse reste le premier facteur dans les accidents en France. Elle indique aussi que la ceinture de sécurité avait été totalement rejetée au début et qu'elle est devenue aujourd'hui un réflexe. Restez avec nous, Frédéric Massé, on va parler des municipales dans quelques instants. Mais un mot, Bernard Jomier, sur ce sujet. Le Sénat était vent debout contre ces 80 km/h, mais pas vous. Non, moi j'ai soutenu cette décision du Premier ministre que j'ai trouvée courageuse. Les premiers résultats semblent indiquer qu'elle a produit des effets. Moi, je regrette ce retour aux 90 km/h. En plus personne ne va rien comprendre entre 80 et 90, selon les départements, selon les routes. Donc voilà, je trouve que le courage en politique, c'est important. C'est le médecin qui parlait ? Mais c'est l'intérêt général, c'est pas que ça. Effectivement, des milliers de morts chaque année sur nos routes, ça n'est pas acceptable. C'est des dizaines de milliers de blessés. Et donc, ce qui peut faire baisser le nombre, et c'était une mesure raisonnable. 10 km/h en moins, on n'est pas à l'arrêt. Ça a été démontré. Pour ceux qui vont au travail avec leur voiture, c'est quelques secondes, quelques dizaines de secondes en plus. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la vie quotidienne et ça peut sauver des vies. Allez, Frédéric Massé, on vous retrouve en direct de Lyon. On va faire un point sur les municipales et justement les municipales à Lyon. Les municipales à Lyon, ouais, où les candidatures n'en finissent décidément pas de tomber à cette mairie de Lyon, décidément très convoitée. Les candidatures se multiplient au sein de la majorité. Dernière en date, celle de Jean-Louis Touraine, à 74 ans, le député de La République En Marche et premier adjoint de Gérard Collomb durant 13 ans jusqu'en 2014, se verrait bien en grand rassembleur de son camp. Il propose à Yann Cucherat, le candidat soutenu par Gérard Collomb, qui lui vise désormais la métropole, et puis à Georges Képénékian, candidat dissident de la majorité actuelle, de se rassembler sous sa bannière. Jean-Louis Touraine estime en effet que ces deux candidatures concourent au dispersement des voix de son camp et vont profiter aux candidats les Républicains et écologistes. Décidément, la succession de Gérard Collomb attise bien des convoitises à Lyon. Et on n'a pas fini d'en parler, on en reparlera avec vous. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été en direct avec nous. On va voir la une du Progrès aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Ain reste à 80 km/h. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été en direct avec nous. On va regarder votre revue de presse maintenant, Bernard Jomier, avec Alex Poussard qui revient.
Alex, on commence avec l'Obs. Et oui, l'Obs qui évoque des conséquences concrètes de la grève contre la réforme des retraites avec les poubelles qui débordent dans certaines rues de Paris à cause d'une grève dans 3 sites d'incinération de déchets dans la région parisienne. Une grève qui dure depuis le 23 janvier à l'appel de la CGT Énergie. On va regarder ce qu'il y a dans Capital. Capital qui revient sur l'une des mesures choc de Benjamin Griveaux après la création de Central Park à la place de Gare de l'Est. Benjamin Griveaux propose un apport de 100 000 € pour chaque Parisien de classe moyenne souhaitant acheter une résidence principale. Selon lui, c'est une mesure de justice sociale, mais en tout cas, le secteur de l'immobilier est très sceptique. Et on termine avec Le Parisien. Le Parisien qui revient sur une petite crise qui commence à germer au sein du camp d'Anne Hidalgo, puisque l'ancienne ministre socialiste Dominique Bertinotti va finalement rejoindre le camp d'Europe Écologie Les Verts sur les listes emmenées par David Béliard. En effet, elle n'a pas trouvé de position éligible sur les listes d'Anne Hidalgo qui sont quand même vraiment ouvertes à la société civile. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. Bernard Jomier, hier c'était votre dernier Conseil de Paris. Oui, tout à fait. C'est un peu de nostalgie de votre part ? Non, aucune. Moi, j'ai été élu pendant 3 mandats. J'ai estimé que c'était suffisant. Je suis très, très heureux d'abord de la confiance que les électeurs de mon arrondissement, le 19e, m'ont octroyé pendant toutes ces années. Je suis très heureux aussi d'avoir contribué aux côtés de Bertrand Delanoë puis d'Anne Hidalgo à l'évolution de notre ville. Voilà, et comme sénateur de la même ville, et ce mandat me suffit largement. Je vais évidemment continuer à œuvrer pour cette transition. Et vous participez à la campagne d'Anne Hidalgo ? Oui, bien sûr, parce que la transition écologique de la ville est un enjeu très important pour Paris comme pour toutes les grandes villes et pour notre pays. Et Anne Hidalgo a démontré que concrètement, elle la mettait en œuvre. Donc moi, écologiste, j'ai choisi effectivement de m'engager à ses côtés, comme beaucoup d'autres écologistes, parce que il y a tous les programmes, il y a toutes les postures, mais il y a les personnalités qui ont démontré leur engagement. Quand vous regardez les grandes villes, et c'est les ONG écologistes qui le disent, Paris et Grenoble sont aux 2 premières places de cette capacité, et c'est dû à l'engagement de leur maire, à Anne Hidalgo, à Éric Piolle. Ce n'est pas une histoire d'étiquette, c'est une question de personnalité, de volonté politique et de courage. Et donc, moi, je salue ces 2 maires et je les soutiens l'un autant que l'autre. Et pourtant, Europe Écologie ne part pas avec Anne Hidalgo au premier tour. Est-ce que vous pensez qu'une alliance est possible entre les 2 tours ? Mais écoutez, on verra. Et moi, j'espère qu'au second tour, il y aura un rassemblement, un large rassemblement, parce qu'on l'a vu. Sur le dossier, par exemple, des voies sur berge, quand Anne Hidalgo a décidé de les piétonniser, ça a été la bronca. Les oppositions multiples se sont réveillées et sont montées au créneau. Et donc, moi, je crois qu'il faut créer le rassemblement le plus large possible, au-delà même de l'actuelle majorité, pour pouvoir mener la transition de cette ville dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut écouter, là encore, la société, il faut écouter les Parisiens et les Parisiennes, il faut écouter ceux qui sont au-delà de la ville, parce que Paris n'est pas dans le périphérique. Et je pense que ça nécessite un spectre politique large et stable. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bernard Jomier d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier, Francis Letellier recevait Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Elle est revenue sur la décision du Conseil constitutionnel sur les pesticides ainsi que sur l'ouverture à la concurrence des barrages. On l'écoute. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne pouvait pas vendre à l'étranger des pesticides dont l'usage est interdit en France, dans l'Union européenne. Quand est-ce que les industriels français vont devoir s'arrêter ? Il y a 2 dates, 2022 prévoyait le projet de loi Egalim, et puis 2025 disait le projet de loi Pacte. Où est-ce qu'on en est ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Mais d'abord, moi, je voudrais saluer cette décision du Conseil constitutionnel, parce qu'au-delà du cas d'espèce, et j'y reviens, le Conseil constitutionnel a réaffirmer ou affirmer un principe écologique très fort qui s'applique à nos textes, qui je crois est bien dans l'esprit de ce que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a porté lorsqu'il a présidé la COP en France, la COP 21. Et donc je pense que c'est important que le Conseil constitutionnel reconnaisse
que l'écologie est un principe à part entière dans notre Constitution. Et passe même devant les intérêts économiques, ça a été écrit comme ça. Mais ce que vous demandez... Après, je n'ai pas la réponse à la date précise puisque la décision est récente. Le gouvernement, évidemment, va en tirer les conséquences et refaire un calendrier. On parle beaucoup et on a beaucoup parlé de l'ouverture à la concurrence des barrages, de 150 barrages sur le territoire français, qui, moi, m'inquiètent beaucoup, particulièrement sur mon territoire. Qu'on entend beaucoup de choses, ce que vous souhaitez, comme moi, je pense, que cet élément stratégique reste sous le giron de l'État, ce qui me paraît... et que nos biens communs, bien sûr, qu'on garde la main sur nos biens communs. Quand on regarde ce que fait un barrage d'hydroélectricité, certes, ça produit de l'électricité, mais ça aide aussi à la régulation du cycle de l'eau. Dans un certain nombre de cas, c'est aussi un élément d'aménagement du territoire, parce qu'on a des bases de tourisme qui se sont installées sur les lacs. Et donc, quand on parle d'ouverture à la concurrence, il faut regarder tous les services rendus et pas seulement le prix du kilowattheure. Donc, on voudrait rediscuter avec l'Union européenne de savoir dans quelles conditions. On n'est pas totalement satisfait de la manière dont l'Union européenne voudrait ouvrir à la concurrence, et ça fait partie des discussions qui sont en cours. Mais ce sera ouvert à la concurrence quand même. En fonction des discussions qui auront lieu, on va respecter le droit communautaire, mais on souhaite l'aménager un peu. Et notre invité politique ce matin, c'est Damien Abad. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de l'Ain. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui dirige la rédaction parisienne du journal Ouest France. On va commencer, Damien Abad, par la réforme des retraites. La commission spéciale a débuté l'examen du texte à l'Assemblée nationale. 22 000 amendements déposés, 19 000 de la France insoumise avec une stratégie d'obstruction assumée. Est-ce que vous approuvez cette stratégie? Est-ce que c'est la bonne pour vous? Non, pas du tout. C'est totalement guignolesque. Ça dénature les droits du Parlement et ça affaiblit tout le monde. Entre d'un côté un pouvoir et un gouvernement qui est obstiné par une mauvaise réforme et une France insoumise qui décrédibilise le Parlement dans son ensemble, à nous de construire une troisième voie, une alternative, celle que les Français attendent, c'est-à-dire celle d'un débat profond, apaisé, serein, mais déterminé notamment sur la question du financement et de l'équilibre du régime des retraites. Et il y a la place pour ce débat profond, étant donné le contexte? Eh bien, permettez-moi d'en douter, parce que malheureusement, on voit bien aujourd'hui qu'en commission spéciale, les débats vont traîner. On voit bien malheureusement que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on revienne avec le même texte au moment de l'hémicycle que celui que le gouvernement a déposé. Ça veut dire que tout le travail qui sera fait en commission spéciale, ça sera une vaste blague. Et tout ceci nous interroge sur la démocratie, sur le rôle de l'opposition et sur la manière dont on doit changer les choses dans notre pays. Et je crois que la droite, elle doit être du côté des réformateurs, des gens responsables et de la crédibilité politique. Et vous pensez que la France insoumise fait le jeu du gouvernement avec cette stratégie? Mais complètement. C'est un espèce de jeu de dupes à deux, où chacun s'est réparti son rôle, et on voit bien que du coup ça arrange tout le monde, y compris le gouvernement, parce qu'on ne peut pas faire de débat. Mais il y a des personnes qui ne s'arrangent pas, ce sont les Français. Pour vous, c'est une manœuvre, carrément, entre La République En Marche et la France Insoumise? Je n'ai pas dit que c'était une manœuvre, mais on voit bien on voit bien qu'en tout cas, il y a un jeu de rôle, qu'il y a un jeu de dupes derrière tout ça, et qu'il y a beaucoup de façades, beaucoup de parades, et qu'à la fin des fins, il n'y a aucun débat. Et que c'est le Parlement qui affaiblit dans son ensemble. Clairement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un certain nombre d'amendements qui auraient nature à être examinés, pris en compte, travaillés, et qui ne pourront pas l'être du fait de la manœuvre de la France Insoumise. Et surtout, on risque d'avoir un texte qui ne bougera pas. Ça veut dire que tout le débat qu'on aura fait en commission spéciale, ça sera un débat pour rien et un débat inutile. Les Républicains ont déposé combien d'amendements? On a déposé à peu près 1000 amendements. Ce qui veut dire à peu près raisonnable. Tout à fait, ça fait à peu près 10 amendements par député, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et puis on a déposé une centaine d'amendements au niveau du groupe sur les points clés, qui est notre stratégie, qui est de dire voilà, nous on est pour une réforme, mais pas celle-là, et on vous explique notre contre-projet. Les points clés, très rapidement, pour le groupe, écoutez, c'est la question de l'âge d'équilibre, c'est la question de la prise en compte des carrières des femmes, c'est la question de la pénibilité, c'est la question des personnes handicapées, c'est la question également du pouvoir d'achat des retraités. Ce sont un ensemble de questions que l'on met sur la table. C'est la question aussi des régimes complémentaires et autonomes. On a eu la manifestation des avocats hier. Donc toute une série d'amendements sur des points clés de la réforme qui doivent être changés. Donc qu'on soit bien clair, vous êtes opposé à la réforme telle qu'elle est présentée, vous êtes opposé à la manière dont elle est présentée au calendrier, mais vous dites le débat doit se dérouler de manière normale au Parlement? Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a rien de normal depuis le début. D'abord parce que qu'est-ce qu'il y a de normal quand on vous présente un projet de loi où les retraites ça représente 320 milliards d'euros et où on n'a pas le volet financement? C'est comme si demain vous allez acheter une voiture, vous avez le droit de choisir la couleur, vous
Vous avez le droit de choisir la carrosserie, mais vous n'avez pas le droit de savoir le prix. C'est exactement la même chose. Et nous, on conteste cela. Et ce n'est pas admissible. C'est du jamais vu dans l'hémicycle. Et donc, forcément, que ce débat est galvaudé depuis le début, on le dénonce, on le dit, et ça pose un vrai problème démocratique et un vrai problème politique. C'est pour ça que vous demandez la tenue d'un débat sur le financement des retraites ce soir à l'Assemblée. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire d'État aux retraites avec Éric Woerth et avec Stéphane Viry, qui sont nos deux orateurs sur le texte. Et nous avons dit ceci, nous avons dit, nous voulons discuter du volet financement. Que les syndicats en discutent, c'est très bien, mais que le Parlement soit absent de cette discussion sur le financement, c'est une folie. Là aussi, c'est un problème de méthode. Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement? D'abord, peut-être en ayant une concertation qui aboutisse. 2 ans de concertation, sans discuter d'un seul centime d'euro sur le financement, ça pose quand même question. Ensuite, il y a un problème de calendrier. On aurait dû avoir cette conférence de financement qui soit lancée depuis bien longtemps, et avec des conclusions qui arrivent avant le débat dans l'hémicycle, de manière à ce que le Parlement soit éclairé, qu'on puisse avoir un échange. On peut avoir des divergences sur l'âge pivot, sur l'âge d'équilibre, sur l'âge de départ à la retraite. Et ça, c'est tant mieux, c'est le débat politique et démocratique. Et quand on vous entend, on se dit que la seule vraie solution, ce serait d'ajourner les débats, de reporter l'examen de la réforme des retraites une fois que les choses seront prêtes. Est-ce que c'est ce que vous demandez aujourd'hui? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de bonne solution. Parce que la concertation a été galvaudée, parce que le volet financement est absent, et parce que retarder ou reporter le texte, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réforme des retraites. Et nous, à droite, on veut une réforme des retraites. Simplement, cette réforme des retraites, elle est mauvaise. Et donc vous on êtes nous a dit coincés, au début, c'est pas nous qui sommes coincés. Ce sont les Français qui sont pris en otage. C'est ça la difficulté. On nous a dit au début, c'est une réforme de droite. Mais vous voyez bien aujourd'hui qu'il n'y a rien de droite dans cette réforme. Quand on ne parle pas de financement, quand on ne préserve pas les pensions de retraite, quand on ne préserve pas les régimes complémentaires autonomes, il n'y a rien de droite dans cette réforme. Et aujourd'hui, on est en train, finalement, de mettre par terre cette réforme des retraites. Et donc, ma grande crainte, c'est qu'on creuse à la fois le déficit, mais surtout qu'à la fin des fins, c'est les pensions des retraités ou alors les hausses de cotisations et donc les hausses des impôts qui arrivent sur les Français. Alors il y a quand même un Premier ministre qui reste ferme sur la question de l'équilibre, qui dit que si la conférence de financement ne trouve pas un accord sur le sujet, il reprendra la main. Est-ce que vous dites que c'est bien ça de la part d'Édouard Philippe de ne pas lâcher là-dessus? Mais c'est une fermeté de papier, parce que la vérité c'est qu'il a déjà renoncé. En sortant l'âge pivot de son projet de loi et en le remettant à la conférence de financement, il a déjà renoncé. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra plus jamais le réintégrer dans le texte. Parce que les syndicats n'iront jamais dans cette direction. On sait ce qui va se passer. On va essayer de prendre un peu d'argent du fonds de réserve des retraites, on va essayer de piquer un peu de pognon de la CRDS. C'est ça la réalité. Et à la fin des fins, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas de mesures courageuses pour l'équilibre et le financement des régimes de retraite. Donc le problème, c'est qu'il a déjà renoncé, déjà reculé, parce qu'il y a eu un double discours. Il y a eu le discours du président de la République, qui était une promesse de dire on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, et le président de la République, comme Premier ministre, se sont retrouvés prisonniers de cette promesse républicaine-là, et on voit bien la réalité aujourd'hui qui est différente. Le groupe communiste à l'Assemblée voudrait un référendum sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous soutiendrez cette démarche? Non plus? Non, parce que... il n'y a vraiment qu'une solution. Non, mais sinon, si, la solution, c'est simplement d'avoir mis une réforme des retraites courageuse, de vérité, sur laquelle on débat. Il faut bien comprendre une chose, il ne peut pas y avoir de réforme des retraites sans qu'on parle de l'équilibre financier et de l'âge légal. Pour préserver les pensions. L'histoire du référendum. Donc le référendum, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a une démocratie représentative. À quoi elle sert si à chaque fois qu'il y a un problème, on fait un référendum, et à chaque fois que finalement on se heurte à une opposition dans la rue, on fait un référendum? Non, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de solution, parce que le gouvernement s'est enfermé dans quelque chose dont il ne pourra pas sortir. Et on ne sait même pas si cette réforme, au final, elle sera votée, ou elle sera possible d'être mise sur la table, tellement, effectivement, les choses sont devenues complexes et compliquées. Allez, l'autre sujet, un texte au Sénat cette fois-ci, le Sénat qui doit voter cet après-midi, la loi bioéthique qui comprend entre autres mesures la PMA pour toutes, alors qui est dans le texte au Sénat, que le Sénat a voté, mais pas son remboursement. Est-ce que vous souhaitez que l'ensemble de cette loi bioéthique soit votée au Sénat cet après-midi? En tout cas, c'est aux sénateurs d'en décider. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut une éthique à la française, c'est-à-dire une bioéthique qui soit régulée. Et qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Que ce soit sur le diagnostic préimplantatoire, que ce soit sur la question de la PMA, que ce soit sur d'autres sujets. Et donc, il faut encadrer les choses, il faut réguler, il faut avoir ensuite, c'est un débat aussi qui concerne les consciences de chacune et de chacun, et c'est bien, je trouve que c'est bien à droite, qu'il y ait aujourd'hui cette liberté de conscience, et donc, quelque part, cette liberté de vote, et que chacune et chacun s'exprime en fonction de ses convictions. Mais est-ce que le texte tel qu'il sort du Sénat, c'est un texte qui vous convient? Il va revenir à l'Assemblée nationale? Il reviendra à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr pour nous, c'est que... Est-ce que votre groupe va revenir dessus, ou est-ce que vous dites non, ce qui sort du Sénat, ça nous va? Non, c'est d'abord, nous, on est globalement opposé au texte. À titre personnel, je me suis abstenu, mais la majorité du groupe a voté contre, et on restera sur cette même position en deuxième lecture.
C'est quoi les lignes de fracture au sein même des Républicains autour de ces questions, les grandes lignes? Qu'est-ce qui vous divise? Et vous savez, je ne crois pas que ce soit vraiment des lignes de fracture idéologique. C'est la liberté de conscience, c'est que chacun a une appréhension différente, parce qu'il y a une expérience de la vie qui est différente. Vous avez des femmes et des hommes qui sont attachés au fait que l'enfant doit être issu d'un couple, d'une femme et d'un homme, parce que c'est en fonction de convictions éthiques, ce qui est tout à fait respectable. Il n'y a pas autant d'opinions différentes qu'il y a de parlementaires républicains. C'est quoi les grands groupes ou les points clés qui font que vous n'êtes pas forcément d'accord sur quoi? Il peut y avoir la question de la PMA pour toutes. C'est une question très concrète qui peut faire que certains dans notre groupe trouvent que finalement c'est une évolution de la société, que ça existe ailleurs et que peut-être il faut assurer, j'ai envie de dire, le parcours d'une femme qui va faire cela, parce que est-ce que c'est finalement mieux de l'interdire en France pour ensuite l'autoriser dans un pays étranger avec des conditions sanitaires qui ne sont pas forcément optimales, et puis d'autres qui vous expliqueront que l'enfant c'est un choix de vie, c'est un choix d'un couple, et que donc il y a une filiation qui est organisée et que tout ceci a un certain nombre de conséquences. Mais vous savez, franchement, je crois, et ça c'est une avancée de la droite, c'est qu'aujourd'hui, on se respecte tous. Dans notre groupe politique, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui s'abstiennent et il y a des gens qui sont contre. Et permettez-moi de penser que c'est plutôt une richesse qu'un inconvénient. L'autre sujet, autre proposition de loi déposée par le Sénat, par la majorité sénatoriale de la droite et du centre, elle concerne le communautarisme. La majorité qui veut armer la Constitution contre le communautarisme en réaffirmant la prééminence des lois de la République. Est-ce que c'est une façon de la part de la droite de mettre la pression sur le chef de l'État? En tout cas, c'est une bonne proposition de loi, d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale nous soutiendrons, parce que je crois qu'elle va dans le bon sens pour deux raisons. La première, c'est qu'elle répond à un enjeu de société et un fléau actuel qui est la montée du communautarisme, pas simplement lors des élections municipales, mais partout, avec des faits, des faisceaux d'indices qui nous montrent cela. D'ailleurs, il y avait un rapport de notre collègue Éric Diard sur la radicalisation dans la vie publique qui nous montre cette réalité-là. La deuxième chose, c'est que c'est une proposition de loi qui propose, avec 2 articles, concrètement, de faire évoluer les choses juridiquement, et notamment au niveau de la Constitution, et qui donc est charpentée juridiquement. Et sur ces sujets-là, c'est important d'être sérieux, responsable et crédible. Donc nous la soutenons pleinement. Il y a eu l'interview de Xavier Bertrand dans le journal du dimanche. Il y a aujourd'hui la proposition de loi de Bruno Retailleau et de Philippe Bas qui nous montrent que oui, il y a une prise de conscience et qu'il faut mettre ces sujets sur la table. Cet après-midi, nous aurons une question de Guillaume Pelletier également sur ce thème-là, parce qu'on ne peut pas être absent et on ne peut pas avoir un président de la République qui, à chaque fois, se défausse ou ne veut pas assumer ses responsabilités. Ce sera quoi la question de Guillaume Pelletier sur le communautarisme? Ce sera une question, oui, sur le communautarisme, sur les atteintes à la laïcité, sur malheureusement tout ce qui s'est passé récemment dans l'actualité et qui nous montre qu'il est urgent d'agir, pas simplement de parler, mais d'agir et de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. L'article 1 de cette proposition de loi, c'est « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune ». Est-ce que cette précision est indispensable dans notre Constitution? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Nul groupe ne peut, ou nul individu ne peut s'exonérer de la règle commune. Vous avez beaucoup de moments où les Français se sentent bien seuls par rapport à la loi. Je prends juste 1 ou 2 exemples. Quand vous êtes dans un hôpital public et que vous avez un médecin homme qui ausculte une femme qui refuse de se faire ausculter par un médecin homme pour des raisons religieuses. Est-ce que là, on ne se trouve pas en difficulté par rapport à la législation? Même chose donc dans une façon de clarifier dans les choses très claires. Je crois qu'il faut clarifier sans stigmatiser. Sans stigmatiser. Mais il faut clarifier pour une raison, c'est que sinon, on laisse les acteurs face à eux-mêmes dans parfois des situations confuses, complexes, où personne n'a une solution et ne sait finalement ce que dit la loi. Je pense que c'est important de clarifier. Alors Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, dit que cet article de loi est un copier-coller d'une proposition de loi qu'elle avait elle-même faite en 2018. Du coup, c'est quoi? Elle exagère oui, elle exagère parce que vous vous mettez au recyclage parce que c'est la mode? Non, pas du tout. Vous savez, d'abord, personne n'a le monopole des questions communautaires. Et encore moins, c'est vraiment un article de loi copier-coller ou pas? Non. Parce que dans sa loi, il y avait 8 articles. Et dans ces 8 articles, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été censurés parce que contraires soit aux dispositions constitutionnelles, soit au droit communautaire. Ce qui n'est pas le cas dans la loi que nous portons. Donc je crois que là encore, Madame Le Pen fait preuve un peu de légèreté sur ce sujet. Alors Emmanuel Macron a promis un discours sur ce sujet du communautarisme avant les municipales. Est-ce que vous reconnaissez qu'il a pris conscience du problème, le chef de l'État? Non, parce que le discours, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin d'actes, on a besoin de choses concrètes, on a besoin d'agir, on attend d'un président de la République qui soit dans l'action. Qui le constate, c'est tant mieux.
c'est déjà un progrès, mais est-ce qu'on peut se satisfaire d'un constat ? Et surtout, on sent bien qu'il y a une majorité de la République En Marche, notamment à l'Assemblée nationale, qui est très fragile sur ces sujets et qui n'a pas envie d'aller plus loin et qui n'a pas envie qu'on mette ce débat sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est indispensable et qu'il y a un rôle du législateur à clarifier un certain nombre de situations très concrètes. La proposition de loi qui est déposée au Sénat, elle ne pourra pas s'appliquer pour les prochaines municipales, c'est beaucoup trop court. Est-ce que vous pensez qu'autour du communautarisme, on peut avoir de très mauvaises surprises au mois de mars, au moment du scrutin? Je pense que ce sera des cas heureusement limités et isolés, mais qu'on peut avoir dans certaines communes d'Île-de-France ou ailleurs. Je n'ai pas de communes en tête, j'en connais aussi dans mon territoire. Il y a un risque, je vous prends un exemple. Moi, j'ai eu face à moi aux élections législatives un candidat communautaire. Voilà, donc ce sont des choses qui sont possibles, qui arrivent. Ça, c'était législative. Oui, monter une liste entière, c'est pas plus difficile. C'est plus difficile, mais ça peut arriver dans certains cas. Valérie Pécresse, d'ailleurs, l'a souligné, il l'a dit à juste titre. Je crois qu'il faudra être très vigilant, mais c'est bien que cette proposition de loi dépasse ce cas des élections municipales. Pour les élections municipales, malheureusement, c'est trop tard et ça sera, entre guillemets, au préfet d'avoir ce rôle de vigilance. Mais je crois qu'on a besoin, là aussi, d'une clarté par rapport aux listes communautaristes qui peuvent arriver sur le devant de la scène municipale et qui posent une vraie question démocratique et politique. Autre sujet, c'est la majorité qui n'a pas voté cette proposition de loi centriste à l'Assemblée nationale pour allonger le congé de 5 à 12 jours pour un parent qui perd un enfant. Muriel Pénicaud a reconnu une erreur collective. Stanislas Guerini, le patron du parti, a fait une vidéo hier pour les militants pour reconnaître également une erreur. Est-ce que vous dites que c'est bien ce mea culpa ? Je dis d'abord qu'il y a un cruel manque de discernement au départ. Et que ceci, ça prouve quoi ? Que l'automaticité dans le vote, que le réflexe pavlovien, que finalement, je dirais, l'attitude parfois un peu systématique des députés de la République En Marche a montré à travers cet exemple-là toutes ses limites. Il n'y a plus de mécanisme d'alerte. Il y a des députés, malheureusement, qui ont tendance, parce que le gouvernement a dit ça, de voter comme un seul homme. On se demande parfois si un ministre dit il faut se jeter à l'eau, est-ce que finalement tous les députés vont le faire derrière ? C'est ce manque de discernement qui crée cette polémique-là. Et tant mieux qu'on y revienne. Je dis simplement aujourd'hui que sans l'alerte des oppositions, et notamment de l'opposition de droite, parce que tout le monde parle de M. Ruffin, mais dans l'hémicycle, il n'y avait pas que M. Ruffin. Il y avait aussi Constance Le Grip, il y avait aussi Pierre Cordier, il y avait aussi Philippe Gosselin, et il y avait des députés les Républicains qui étaient là pour dénoncer cet état de fait. Et donc, là aussi, je pense qu'il faut corriger. Mais malheureusement, là, ça a été médiatisé. Mais ça arrive tous les jours, ce genre d'amendement et ce genre d'attitude qui ne correspondent pas finalement aux attentes des Français. Et moi, je souhaite qu'on corrige parce que, voilà, je pense que c'est déjà tellement tragique et dur de perdre un enfant. C'est pas ça qui vous le fera revenir. Mais je pense honnêtement que 12 jours, ça nous paraît être un délai vraiment raisonnable. Peut-être qu'il faudrait préciser pour les téléspectateurs ce que vous êtes en train de nous dire. Ce qui s'est passé, c'est que la République En Marche avait une proposition à faire sur le sujet et qu'elle a voulu favoriser par rapport à la proposition de l'UDI, sans même lire finalement ou sans même s'intéresser au contenu de la proposition de l'UDI. Et vous voyez, c'est le contraire. Les Français, ils ont voté Emmanuel Macron à la présidentielle en disant c'est bien, on va enfin avoir un président de la République et une majorité qui va prendre des bonnes idées quand elle vient du reste. Et la vérité, que là, la bonne idée, elle n'a pas été étudiée. Oui, mais c'est l'exact contraire qui se passe. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que nous dénonçons ça. Et aujourd'hui, on a atteint justement le paroxysme de cela. Et ça nous montre cela. Moi, je considère que effectivement, c'est indigne de ne pas avoir pris le temps de regarder la portée symbolique aussi, mais politique et économique, mais surtout symbolique et politique de cet amendement. Et c'est ceci qui est regrettable. Un mot pour terminer sur la circulaire Castaner et les municipales qui a été suspendue donc par rapport au nuançage dans les communes la suspension du nuançage dans les communes de moins de 9000 habitants. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'une circulaire qui était en tout point illégale soit sanctionnée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il a quand même mis 2 cartons jaunes, voire même presque, ça fait un carton rouge à la fin, au gouvernement. Oui, c'est comme ça que ça marche, 2 cartons jaunes, c'est carton ça. rouge. Entre l'étude d'impact et la présentation du projet de loi sur les retraites, dans lequel il a expliqué que les projections financières étaient lacunaires et que la sécurité juridique du texte n'était pas là, et puis ce recours sur la circulaire que nous avons fait avec le Parti Les Républicains, avec des élus municipaux de notre
département et avec Olivier Marleix. Et pourquoi elle était illégale? Pour deux raisons. D'abord, c'est que ce seuil de 9000 habitants est un seuil beaucoup trop élevé. Il exclut 97% du territoire national, 53% des électeurs. C'est créer une double catégorie de Français, c'est dire la France des territoires, comme c'est pas une France macroniste, on veut pas l'avoir, et surtout pas le 15 mars et le 22 mars. Et la deuxième chose, c'est que créer cette étiquette diversante en faisant en sorte que le seul soutien de La République En Marche vaut tel candidat dans le giron de la majorité présidentielle. Ce qui est le cas, par exemple, du maire de Toulouse, qui est adhérent des Républicains, qui a une majorité de Républicains sur sa liste, simplement parce que La République En Marche dit « je le soutiens parce que j'ai pas d'autres troupes », ça voudrait dire que ça tombe... divers centres. Exactement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des bascules artificielles en faveur de La République En Marche. Eh bien, moi, je suis heureux aujourd'hui qu'il y a des institutions dans ce pays qui font régner la démocratie et l'état de droit, et c'est une victoire pour la démocratie. Alors, par rapport au nuançage, en fait, vous aviez les maires ruraux, notamment, qui demandaient à ce que le nuançage prenne fin. Quelle est la bonne... Non, les maires ruraux ne demandaient pas la fin du nuançage. Les maires ruraux ont fait une proposition, certains d'ailleurs, pas les maires de France, mais les maires ruraux, qui a proposé de passer le seuil de 1000 à 3500. Convenez avec moi que 3500, c'est pas 9000. Alors c'était le seuil qui existait déjà en 2008. C'était le seuil qui existait en 2008, et donc certains souhaitaient le là. Mais ce que veulent surtout les maires des communes rurales, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne veulent pas d'étiquette politique. Mais là, on n'est pas sur la question de l'étiquette politique, on a la question sur le nuançage et sur la comptabilisation. Et sur le fait qu'avec cette circulaire, il y avait 40% des électeurs de 2014 aux élections municipales qu'on pouvait classifier à droite et à gauche, qu'on ne pouvait plus classifier aujourd'hui. Ça pose quand même un vrai problème politique. Un dernier mot sur Édouard Philippe qui s'est lancé au Havre, tête de liste, sauf que sur sa liste, eh bien, il y a beaucoup de républicains au Havre. Est-ce que c'est pas compliqué pour votre parti? Comment vous allez faire pour critiquer le Premier ministre mais soutenir le candidat? Non, mais d'abord, le Premier ministre est libre de s'engager où il veut, et je trouve même que c'est plutôt sain dans une démocratie qui ait un engagement et un enracinement local en tant que tel. Ensuite, sur les élections municipales, il faut qu'on est clair là-dessus. Nous, on est pour qu'on ait des maires républicains là, partout où on peut. Voilà, après au Havre, il y a une histoire, vous le savez, avec Antoine Rufenacht, qui était aussi membre de notre famille politique, et donc il y a des équations locales qui... Et avec Édouard Philippe, qui était en 2014. Oui, mais ne faisons pas croire aux Français qu'il y aurait des listes républicains et République En Marche partout sur le territoire national, c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'endroits où on s'affronte, et c'est d'ailleurs plutôt sain pour la démocratie. Il y a surtout beaucoup d'endroits où la République En Marche n'a pas de candidat, et donc elle pratique la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'elle vient pondre dans le nid des autres. Là, il faut lui mettre quelle étiquette, quel nuançage à Édouard Philippe, parce qu'après tout, il n'est pas République En Marche. Je ne voudrais pas que ça crée une polémique entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Déjà que c'est compliqué, je ne voudrais pas, à mon avis, en rajouter. Merci beaucoup. Merci Damien Abad d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. On se retrouve demain. Stéphane, l'invité politique à votre place, Damien Abad, ce sera Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement. Merci Damien Abad. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio, troisième club des municipales. Aujourd'hui, comme tous les mardis jusqu'à l'élection, on nous fera un point sur la campagne, les dernières infos, les thématiques. Et puis cette semaine, nous serons notamment à Amiens où la République En Marche part divisée. Puis nous ferons également un point sur la campagne du Parti Socialiste. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région, consacré bien sûr aux municipales. Toute la semaine, nous sommes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, direction Lille, où Martine Aubry a finalement décidé de briguer un 4e mandat. Un sondage Ipsos publié en décembre la donne en tête dans les sondages, mais l'opposition s'organise pour faire chuter ce bastion socialiste. L'actuel maire de Lille doit désormais faire face aux ambitions des Verts, mais aussi de l'une de ses anciennes collaboratrices passées du côté de la République En Marche. Marion Vigreux et Jérémy Huntsman ont passé la journée d'hier sur place avec les candidats en campagne. Derrière moi se dresse le beffroi de la mairie de Lille, symbole du Parti Socialiste installé ici depuis 1955. Martine Aubry détient les clés du beffroi depuis 19 ans, mais l'opposition est bien décidée à les lui ravir. Elle brigue un 4e mandat.
Martine Aubry, on vous retrouve de nouveau en campagne. Pas de fatigue de votre part. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est le mandat de trop pour vous? Moi, je dis, c'est tout Lillois de le dire. Vous le savez, je n'étais pas partie pour un dernier mandat, mais je pense que la situation de la France et la situation qui est ici aussi, c'est de se dire qui peut représenter la ville, qui peut faire, parce que moi je suis convaincue, comme beaucoup de maires qui le disent, que c'est des solutions locales avec les habitants que viendront les réponses à ces grands défis que sont les injustices sociales et la transition écologique. Et je crois que les villes peuvent faire ça parce qu'on a cette proximité. L'écologie, pour moi, c'est une évidence depuis longtemps. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise du climat, il faut aller encore plus vite, plus haut et plus fort. Avec la sécurité et la mobilité, la place de la nature en ville, c'est l'autre enjeu de ces municipales. Les parcs font clairement défaut. Ici, Lille est l'une des villes les plus polluées de France, avec 1700 décès prématurés l'année dernière du fait de la pollution. Conséquence, dans les sondages, les Verts se placent deuxième. Bonjour. Stéphane Bally, vous avez été investi par les Verts pour ces municipales. Tous les candidats se revendiquent aujourd'hui de l'écologie. Qu'est-ce que cela vous inspire? On empiète un peu sur votre terrain là. Depuis le 26 mai dernier, les élections européennes, le fond de l'air est fort vert, effectivement. Néanmoins, si on a vu des politiques écologiques ces 30 dernières années, Lille ne serait pas une des villes les plus polluées de France. Lille ne serait pas la dernière ville de France en termes de surface d'espace vert par habitant. Donc il y a les programmes au moment des élections et puis il y a l'écologie de conviction, j'allais dire l'écologie de combat. Il n'y a pas de fatalité et c'est finalement ce que je porte pour le scrutin municipal. Bon, vous savez quand c'est les élections municipales? En mars. Et voilà. Oui, après, je vote pas à Lille, moi, par contre. Oui, mais bon, vous connaissez beaucoup de Lillois dans votre magasin, je crois. Pour Violette Spilbou, qui a été désignée par La République En Marche, ces municipales seront une première. Celle qui a été pendant des années la directrice de cabinet de Martine Aubry veut représenter le nouveau visage de Lille. Trahison pour les uns, refus de se soumettre pour les autres. Comme ça, une équipe qui vient présenter le programme d'une candidate. Violette Spilbou, quelle place est-ce que vous pouvez prendre désormais? Notre mouvement Faire respirer Lille va de la gauche au centre droit. Il rassemble très largement. On est dans l'esprit du mouvement de La République En Marche. Pour moi, il y a un système, une chape de plomb ici dans cette ville depuis 25 ans, gouvernée par les socialistes et les Verts ensemble, qui fait que les associations, les citoyens ne se sentent pas libres de s'exprimer, de monter des projets, ne se sentent pas accompagnés suffisamment par la ville. Et je me sens en responsabilité pour accompagner un vrai changement de méthode. Et il faut renouveler les visages en politique. À droite, l'union est née ce vendredi autour de la candidature de Marc-Philippe Daubresse. Dans le même temps, le président du département ex-LR annonçait qu'il voterait Martine Aubry au second tour. La campagne ne manque donc ni de rebondissement, ni de piment. Voilà pour ce reportage en campagne à Lille. Je vous laisse regarder la liste des candidats déclarés pour le moment à l'élection à la mairie de Lille. Et pendant ce temps, j'en profite pour vous dire que dans quelques instants, nous entendrons Marc-Philippe Daubresse, le candidat de la droite, et que demain, nous poursuivrons notre tour de France dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. On sera à Maubeuge. Bonjour Pierre Dumazeau. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Nathalie Moret. Bonjour. Rebonjour Alex. On va débuter ce troisième club des municipales ensemble avec Lille. Donc Lille, ville socialiste depuis 1955. Nathalie Martine Aubry qui part donc pour un 4e mandat. Est-ce qu'elle a de bonnes chances de conserver la ville? Elle a des chances de garder sa ville, oui, c'est encore pas fait. Mais je vous rappelle qu'en 2014, elle avait dit c'est mon dernier mandat. Donc effectivement, là, peut-être que ça va coincer un peu chez les électeurs qui risquent de lui dire mais attendez, quand même, vous aviez dit que vous partiriez. Actuellement, dans les sondages, elle est de l'ordre elle est aux alentours de 30%, je crois. Ça doit l'alerter un peu parce que c'est quand même nettement moins qu'en 2014 où elle avait fait 46%, je crois. Et en 2008, elle avait fait 46% et elle avait fait 35% il y a 6 ans. Donc on voit que son étiage, il est quand même en baisse et se pose quand même la question, à mon avis, du mandat de trop. Elle avait dit qu'elle ferait 3 mandats, elle en fait 4, donc c'est quand même un vrai sujet dans cette élection. Derrière, tous les candidats sont à peu près dans le même étiage. Donc c'est une élection qui va être très importante au second tour. Qu'est-ce qu'on va avoir comme alliance? Est-ce qu'il va y avoir des alliances nécessaires pour faire chuter la maire de Lille? C'est l'équation de cette municipale à Lille. Et on va en reparler bien sûr dans ce débat. 4e campagne pour Martine Aubry, c'est la plus compliquée, Yves Tréhard? Oui, c'est toujours la plus compliquée. La dernière, c'est toujours la plus compliquée. C'est là où on risque de tomber de l'escabeau. Donc c'est la plus compliquée, la plus dangereuse. Mais bon, Martine Aubry a marqué quand même après Pierre Mauroy et Roger Salengro.
Roger Salengro, qui a été maire de Lille, de son empreinte, cette ville qui a considérablement changé, hein, qui est une ville très riche. Et puis, je dirais qu'il y a une équation qu'on retrouve un peu partout en France, dans les grandes villes. Alors parfois avec un maire sortant de droite, parfois avec un maire sortant de gauche, moins souvent. Mais c'est la présence comme principal challenger d'un vert. D'un candidat d'Europe Écologie des Verts. Qui est dans sa majorité. Qui est dans sa majorité et qui risque bien peut-être de lui faire un peu de mal, en tous les cas au premier tour. Et on va voir ce que ça va donner. C'est la même chose d'ailleurs pour Madame Hidalgo à Paris. Et c'est la même chose dans de nombreuses villes. C'est la même chose dans de nombreuses villes. Alors, parfois, c'est un favori LR à Bordeaux ou ailleurs. Mais c'est vrai que les Verts ont réussi à s'installer. C'est ça qui est intéressant. Et puis, alors, vous avez un candidat de La République En Marche. Là, en l'occurrence, une candidate. On va voir ce que ça peut donner. Mais je pense que l'ancrage va quand même être... L'enracinement va prendre du temps, ça va être compliqué. On va en parler de ces candidats, on va commencer par le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Stéphane Bally. Il le dit dans le reportage, le fond de l'air est fort vert. C'est l'illustration de la poussée des écolos dans ces municipales finalement. Il a pas tort, c'est vrai qu'il y a j'appelle ça une mode écologiste, hein, pas que ce soit péjoratif, mais il y a quand même une empreinte verte aujourd'hui et ce qui a forcé la quasi-totalité des candidats à verdir leur programme, LR compris d'ailleurs. Et c'est le problème qui se pose à Lille et qui se pose dans de nombreuses grandes villes et villes moyennes, des baronnies qui ne sont plus sûres du tout d'avoir l'élection acquise. Et effectivement, le challenger, c'est pas tant la dissidence En Marche qui, je pense, fera un peu de mal à Martine Aubry, mais pas tant que ça. Mais le vrai problème, c'est, problème pour elle en tout cas, et dans de nombreuses villes moyennes, c'est la poussée des écolos, c'est la poussée des Verts, qui aujourd'hui est une force, n'est plus vue comme une force politique d'opposition ou de proposition un peu farfelue. Vous savez, avant, il y avait les baronnies locales dans les mairies et puis on piquait un petit peu au Vert une ou deux idées d'entre-deux tours pour faire des coalitions. Sauf que là, les Verts, ils vont être en capacité dans de nombreuses villes de se maintenir, de créer des triangulaires, quadrangulaires, et ça va poser problème pour la gauche, parce que je pense qu'une grande partie d'Europe Écologie, qui est beaucoup plus à gauche que le PS, ne voudra pas s'allier avec la liste estampillée PS. Donc pour Martine Aubry, oui, c'est un vrai problème, et il y a une espèce de verdissement de la France qui je pense va faire qui n'est pas uniforme d'ailleurs. Qui n'est pas uniforme et qui au municipal va pouvoir créer des surprises. Cela dit, Pierre, c'est un vrai problème pour Martine Aubry assez moyennement quand même, parce qu'effectivement ça va lui prendre des voix au deuxième tour, enfin au premier tour, mais pour le deuxième tour il va y avoir des négociations qui vont se faire sur les projets locaux. En l'occurrence, il y a un projet local qui divise la maire et ses adjoints verts, c'est la friche Saint-Sauveur. Donc ce sera beaucoup plus difficile qu'à une époque. Donc il va y avoir une négociation et à mon avis c'est une friche qui va être beaucoup plus verte qu'elle ne devrait l'être actuellement, mais in fine les Verts ils vont la soutenir, ils ne vont pas aller vers Marc-Philippe Daubresse et ils ne vont pas aller vers Violette Spilibou qui fait quand même une campagne plus au centre sur un axe central et qui prend aussi sur l'électorat centriste, droit centriste. C'est quand même compliqué et pour des barons locaux où une élection était acquise avec une seule étiquette et où on réfléchissait pas, là pour Martine Aubry. Et ça, aussi, alors est-ce que c'est le problème de son positionnement ou des Verts ou est-ce que c'est le problème du quatrième mandat? Il y a aussi le fait que ce soit le quatrième mandat qui, à mon avis, pèse dans la balance, surtout quand on a dit qu'on en ferait 3. Et les négociations qui pourraient être compliquées, notamment pour la tête de liste. Cette phrase du candidat des Verts, Stéphane Bally, Martine Aubry pourrait être mon adjointe à la culture. Oui, en fait, il faudrait pour ça qu'il soit un peu plus haut de 18%. Elle est quand même à 30%, ça fait un gap. Quelle violence cette phrase. Ça ne va pas plaire à Martine Aubry, ce genre de phrase. Je voudrais ajouter que sur les Verts, il y a plusieurs nuances de vert. Toutes les nuances de vert sont dans la nature. Mais il y a les Verts qui sont effectivement qui sont restés ancrés à gauche avec un discours militant et qui gauchiste d'ailleurs. Et puis vous avez un discours des Verts qui consiste à dire nous on est un parti de gouvernement maintenant. Qui ne font plus du tout référence d'ailleurs à la gauche, c'est le cas de Yannick Jadot, et qui eux sont
je dirais, même prêts pour certains à collaborer avec, peut-être pas avec les Républicains, mais avec la République En Marche. Allez, on a parlé de Martine Aubry, on a parlé du candidat d'Europe Écologie Les Verts. Un mot sur Violette Spilbou. Violette Spilbou, c'est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, candidate de la République En Marche. Ah bah, c'est ce qui rend cette élection quand même un peu intéressante, quoi. Il y a une guerre intestine. Vous imaginez son ancienne directrice de cabinet qui est en train de tuer la maire dans les deux sens Qui veut la tuer. du terme. Qui veut la tuer, ouais. Qui veut la tuer, qui, à mon avis, effectivement, n'a pas encore eu sa peau, pardon. Et oui, bah, c'est forcément... C'est tout le sel de ces municipales, quoi. C'est effectivement... On voit d'ailleurs que sur le terrain, Martine Aubry, elle a été lâchée par de nombreux proches. Violette Spilbou, mais aussi plusieurs adjoints durant la dernière mandature. Donc c'est l'illustration, en fait, d'un pouvoir qu'elle exerce de façon... je dirais pas solitaire, mais en tous les cas de façon très ferme, et elle ne laisse pas vraiment la place aux gens autour d'elle. Et j'y vois aussi un effet, moi, de la République En Marche. Parce que fut un temps, ces dissidences-là n'auraient pas été en capacité de faire une liste complète pour les élections municipales. Ou sur des villes de plus de 100 000, il faut 55 personnes. Donc, il y a aussi cet effet LREM de dire... Ça a marché aux législatives, avec des gens qui ont souvent qui ont fait 1%, 2% avec l'étiquette Modem. Et puis, tiens, on se présente sur la République En Marche, on fait 52. Et En Marche a réussi, à mon avis, ce petit effet-là de dire, eh bien, pourquoi pas, ça peut peut-être passer. Et En Marche a eu de bons résultats aux européennes. Et En Marche a eu de bons résultats aux européennes, donc porté par cette espèce de nouveau courant qui s'agrège un peu à tout, et on se dit, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Sur un malentendu. C'est intéressant. Que le malentendu soit important. Oui, mais quitte à créer une triangulaire, pour embêter, je pense qu'il y aura une triangulaire. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce geste de tuer le père en politique, tuer la mère en politique, c'est pas constitutif de l'ADN de la République En Marche, parce que finalement Emmanuel Macron, son geste initial, voilà, c'est tuer politiquement François Hollande. Il y a Violette Spilbou avec Martine Aubry, et puis quand on regarde Cédric Villani, son père en politique, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier politique, et il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, il lui a dit non à l'Élysée, je serai candidat. Cela dit, c'est quand même une constante depuis la Rome antique. On connaît notre théâtre antique, relayé par Racine et Corneille, c'est vraiment ça. Et puis les élections municipales, c'est ça. Oui, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de perso, d'affect. Et puis la République En Marche a cet effet-là de laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un passé politique. Avec En Marche, notamment en législative, je pense, et même aux européennes, beaucoup sont renés. On ne pense plus au passé socialiste ou centriste. Allez, on va parler de la droite à Lille, puisque la droite, elle s'est unie ce week-end. Le candidat dissident Thierry Pochet a rejoint le candidat investi par les Républicains, le sénateur Marc-Philippe Daubresse, de quoi donner un nouvel élan à ce dernier. C'est ce qu'il dit. Et pour lui, l'élection sera un duel entre lui et Martine Aubry. On l'écoute. Nous avons l'ensemble de la droite et du centre qui sont réunis. Il n'y a plus la droite la plus bête du monde, elle est un peu plus intelligente. Et il y a d'autre part la députée Valérie Petit, qui a été députée En Marche, qui a démissionné d'En Marche et qui incarne une offre politique intéressante en matière de transition écologique, de démocratie collaborative. Et donc nous réunissons tout cela, ce qui mécaniquement fait de nous le challenger de Martine Aubry, la seule alternative crédible à Martine Aubry. Martine Aubry brigue effectivement un 4e mandat, elle est là depuis 2001. Certains disent que c'est le mandat de trop, j'imagine qu'en étant dans l'opposition, vous partagez ce point de vue ? Je ne dis pas que c'est le mandat de trop, parce que moi je respecte toujours les personnes qui ont du caractère et qui elle a la capacité bien sûr d'être maire de Lille, elle a une stature nationale. Je pense qu'il faut d'ailleurs une stature nationale quand vous dirigez une grande ville, parce que vous avez besoin de relais nationaux. On est donc les deux seuls, elle et moi, à avoir été à la fois parlementaire et ministre. Bon. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'elle avait dit au début du mandat « je ne me représenterai pas ». Et qu'elle dit là, je me représente. Comment voulez-vous qu'on puisse croire sa parole politique ? Nathalie Mouret, la droite qui part donc finalement unie, est-ce qu'il est trop optimiste, Marc-Philippe Daubresse, ou est-ce qu'il a raison ? Finalement, l'élection, ça va se jouer entre lui et Martine Aubry. Moi, je le trouve au regard des sondages un petit peu optimiste, mais c'est tout le but d'une campagne. Je veux dire, Marc-Philippe Daubresse, c'est vrai qu'il a une stature nationale, c'est vrai que peut-être que Martine Aubry est là depuis trop longtemps et... Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut marcher. Non, ça va être difficile parce que sociologiquement, Lille n'est pas une ville de droite, c'est une ville de gauche depuis longtemps. Martine Aubry, on ne l'a pas dit encore, mais elle a un bilan, c'est quand même important. Les électeurs, ils votent pour leur maire, mais ils votent aussi en fonction de ce qui a été fait. Et c'est vrai que sous Martine Aubry, Lille, voilà, elle est ancrée sur la carte de France, elle a une renommée internationale. Donc ça, c'est vrai que ça compte aussi.
aussi. Avec Thierry Pochet, Marc-Philippe Daubresse, il va monter à peu près à 15. Ça reste quand même sous l'étiage des écolos. Et à mon avis, sur cette élection, le risque écologique est plus important que le risque de droite pour Martine Aubry. Cela dit, il reste 40 jours de campagne. Voilà, on verra. Tout est à faire. Oui. Un mot, Pierre Dumazeau, une question plus large sur les socialistes. Pour une fois que la droite se rassemble, on va quand même pas être pessimiste. C'est vrai que pour le sénateur Daubresse, ça va être compliqué. Mais il ne faut pas oublier comment, en 2014, un certain nombre de baronnies de gauche sont tombées. Parce que c'était le mandat de trop du maire sortant, parce que la droite était implantée, certes faible, mais là, depuis des années, à labourer le terrain, à faire 10%. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de villes, en 2014, à la surprise générale, sont passées à droite. Pour Lille, effectivement, là je rejoins Nathalie, la menace écologiste est quand même plus prégnante, mais quand même, 40 jours de campagne, Marc-Philippe Daubresse, quand même, qui a 30 ans de vie politique derrière lui, avec une expérience et un certain talent aussi, qu'on reconnaît. Donc, ne jamais dire jamais. Voilà. Et Martine Aubry, elle fait partie de ces maires socialistes, de ces barons socialistes, de ces socialistes qui dirigent des mairies, comme Nathalie Appéré à Rennes, comme Johanna Roland à Nantes. Est-ce que c'est aussi la survie du Parti socialiste qui se joue avec l'élection de Martine Aubry ? Pas avec l'élection de Martine Aubry, avec plusieurs élections. C'est sûr que le Parti socialiste, tout comme les Républicains, qui sont quand même dans un meilleur état, bien meilleur état, ont une carte à jouer dans ces municipales, parce que ces municipales sont un moyen pour eux de se refaire une santé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils détiennent effectivement quelques villes symboles comme ça, Paris, Lille, Rennes, vous l'avez dit, Nantes. Et quelques autres. Et s'ils arrivent à conserver ces villes, eh bien, on peut considérer que les gagnants, et notamment, je pense à Madame Hidalgo, je pense que Madame Aubry, elle n'est plus tellement dans cette verve-là, même si elle entend jouer un rôle national. Et bien, Madame Hidalgo, si elle arrive à conserver Paris, elle deviendra le personnage central et principal du Parti socialiste et même de la gauche française, parce qu'elle aura la légitimité d'une élection qui n'est pas rien quand même. Maire de Paris, c'est un peu à part, quoi. C'est une fonction qui est internationale, je dirais. Et c'est sûr que Martine Aubry aussi, pour conforter un ancrage, pour montrer que la France, elle n'a pas complètement changé, non, quand même. Oui, c'est très vrai. Pardon. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo a déjà prévenu dans sa campagne qu'elle ne pensait pas à 2022. Oui, elle l'a dit. Oui. Elle l'a dit. Non, mais c'est dire si effectivement le rôle de la ville de Paris, ou quand même quand on est maire de Paris, on a plus de pouvoir que nombreux secrétaires d'État et de bien nombre de ministres. Donc c'est vrai que c'est très symbolique. Bien sûr. C'est vrai que cette élection, ça va sans doute être aussi celle, on l'a déjà dit ici, mais celle du retour des anciens partis. Tout à fait. Je veux dire, quand on voit que Martine Aubry est quand même bien placée pour faire un 4e mandat, voilà, qu'un certain nombre de barons vont rester. On a ici parlé de Gérard Collomb, c'est pas totalement fait, mais en tous les cas, voilà, le paysage ne va pas tant changer que ça. Non. Donc je pense qu'effectivement, il faudra avoir une lecture à long terme et sans doute la décomposition politique du paysage français, ça sera vraiment plutôt pour les départementales et les régionales l'an prochain. Allez, voilà pour ce point sur la campagne à Lille. On va maintenant aller à Amiens, faire un point sur la campagne dans cette ville. On va retrouver sur place Mickaël Tassard. Bonjour Mickaël. Rédacteur en chef du Courrier Picard. Bonjour, Merci Marianne, beaucoup. bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, Mickaël. À la une du Courrier Picard, ce sondage exclusif sur la mairie d'Amiens. Et c'est Brigitte Fourré, la maire sortante, soutenue par La République En Marche, qui est en tête. Oui, tout à fait. Avec 34 points, la maire sortante fait clairement la course en tête. C'est le titre de notre article ce matin. On pouvait craindre pour elle, en tant que maire sortante, et puis dans la vie locale depuis 30 ans maintenant, un certain effritement. Il n'en est quasiment rien, puisque hormis 2 de ses anciens adjoints qui mènent leur propre liste, mais sans grand succès, eh bien la maire d'Amiens réussit quand même dans ce sondage d'intention de vote à
atteindre le score de 34%. Elle est 10 points au-dessus d'une liste de gauche unie, soutenue par la France Insoumise, le PS, Génération et Europe Écologie Les Verts, mais qu'on attendait peut-être un petit peu plus haut, mais qui, hormis le soutien de député François Ruffin, manque peut-être encore d'incarnation locale et de représentativité. Alors, on parlait il y a quelques instants sur ce plateau de la poussée des écologistes, notamment à Lille et dans de nombreuses villes de France. Eh bien, à Amiens, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, effectivement. Ce qu'on notera aussi, c'est la présence sur une liste classée centre-gauche de la députée Barbara Pompili, députée Europe Écologie, ex-députée Europe Écologie Les Verts, passée à la République En Marche, mais qui ne soutient pas la maire sortante et qui part sur une liste avec son compagnon, Christophe Porquier, en tête de liste, mais dans notre sondage, elle est créditée que de 6 points d'intention de vote, donc très loin d'être en capacité de se battre pour prendre la mairie d'Amiens, à une maire sortante qui semble sûre de son fait, et quand on parle de verdir justement le programme, malgré un bilan qui est contrasté sur ce point, puisque le plan de circulation ici qui a été dessiné au cours du mandat qui s'achève ne fait pas ou peu de place au vélo, par exemple, qui semble être un enjeu aujourd'hui pour les gens qui habitent le centre-ville d'Amiens. Eh bien, la maire d'Amiens va devoir verdir elle aussi un petit peu sa carte pour aller après récupérer au second tour. Et dans les hypothèses de second tour justement qu'on constate, eh bien, dans tous les cas, en cas de duel face à la gauche ou même de triangulaire avec un RN qui peine encore à trouver ses marques ici, eh bien, dans tous les cas, elle remporterait la mise pour un mandat supplémentaire. Et donc ce sondage, il est à lire aujourd'hui dans le Courrier Picard, dans votre journal, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On remonte la une du Courrier Picard ce matin. Brigitte Fourré en tête. Ce sondage exclusif donc sur la mairie d'Amiens, à lire dans le Courrier Picard. Merci Mickaël. On le voit, Brigitte Fourré, c'est maires sortants qui font la course en tête finalement, Pierre Dumazeau. C'est c'est l'expression qu'employait Nathalie, c'est la prime au sortant, où on sait il y a toujours ce pourcentage de sympathie qui joue en faveur du maire qui se représente. Oui, la prime au sortant, c'est important, mais il y a évidemment le mandat, le bilan du mandat qui compte beaucoup plus que l'étiquette, en fait. Et c'est ça toute la particularité d'ailleurs des municipales, parce que ce n'est pas qu'une question d'appareil. Et à Amiens, il y a ces divisions, La République En Marche, entre d'un côté Brigitte Fourré, la maire sortante, soutenue officiellement par le parti, et de l'autre Barbara Pompili, qui est quand même présidente de commission à l'Assemblée, députée La République En Marche, qui soutient une autre liste. Oui, mais là, c'est une résurgence de l'ancien monde. C'est-à-dire que Barbara Pompili, c'est difficile pour elle. Elle vient d'Europe Écologie Les Verts, donc elle est quand même très marquée à gauche, même si c'est plutôt à droite de la gauche, mais elle ne peut pas soutenir quelqu'un qu'elle a combattu politiquement pendant des années localement. C'est quand même toute la limite de La République En Marche. Donc moi, je trouve qu'elle est plutôt dans sa cohérence, Barbara Pompili. Moi, ce qui est intéressant dans le sondage du Courrier Picard ce matin, c'est surtout de voir que François Ruffin, en soutenant une liste, la France Insoumise, Europe Écologie, Les Verts, etc., n'est que très en deçà de la maire sortante. C'est là qu'on voit que quand il n'y a pas d'incarnation forte, la prime au sortant, du coup, elle a un boulevard. Yves. C'est la ville du président de la République, Amiens. Oui, tout à fait. En fait, il a deux villes. Il a le Touquet et Amiens. Mais comme quoi son influence s'arrête aux portes de la ville, puisque la République En Marche n'est pas créditée d'un score extraordinaire. Non, écoutez, Amiens... Mais c'est surtout que c'est sa ville et ça illustre les divisions. Il y a quasiment un tiers des grandes villes où il y a des dissidences de La République En Marche finalement. Ça illustre effectivement les divisions au sein de La République En Marche. C'est normal parce que les gens et les militants et les élus de La République En Marche, ils ont un passé politique et ce passé, on ne peut pas en faire table rase comme ça du jour au lendemain. Donc moi, je ne suis pas un grand expert de la ville de Lille, si vous voulez, mais... D'Amiens, mais plus de Lille d'ailleurs que d'Amiens. Amiens, il y a quand même là, il me paraît, compte tenu de l'émiettement de l'offre politique, parce que c'est ça aussi qu'on constate, c'est un émiettement de l'offre politique, vraiment très
parcellisé, eh bien, je pense que là, la maire sortante n'a pas trop de soucis à se faire. Allez, on va faire un tour dans les autres villes de France. On va voir quels sont les derniers échos de campagne. C'est avec vous, Alex. Et Alex, on va continuer à parler de division, mais à droite cette fois. On va aller à Marseille, où les divisions de la droite, elles inquiètent. Et oui, et c'est Nicolas Sarkozy qui se mêle de la campagne marseillaise. C'est une information du journal La Provence. Alors, on le rappelle, à Marseille, la candidate Les Républicains, candidate officielle du parti, Martine Vassal, fait face à la dissidence du sénateur LR Bruno Gilles, ancien membre de la majorité de Jean-Claude Gaudin. Et Nicolas Sarkozy, très inquiet, a reçu au début de l'année Martine Vassal pour parler de ce dossier. Il a également reçu Renaud Muselier, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un proche de Bruno Gilles. Et regardez ce que Nicolas Sarkozy dit à Renaud Muselier. Renaud, tu sais très bien que si Martine perd, elle fera de toi le diviseur, et si elle gagne, elle te fera payer le fait de ne pas l'avoir soutenue, notamment pour les prochaines élections régionales. Alors après ces entretiens parisiens, eh bien Nicolas Sarkozy pourrait venir sur la Canebière aux côtés de Martine Vassal pour peser davantage dans cette campagne municipale. Voilà, et malgré la volonté de Nicolas Sarkozy de peser, bien l'entente, elle n'est pas cordiale entre les deux candidats. Et oui, regardez ce petit échange de tweets le 30 janvier. C'est le jour de la Saint-Martine et Martine Vassal, pour faire un trait d'humour à son adversaire dissident, elle lui dit « Bruno, fais-moi la surprise pour la Saint-Martine, rejoins-nous ». Et la réponse de Bruno Gilles ne s'est pas fait attendre. Bruno Gilles qui répond « Eh bien, Sainte-Martine, le principe d'une surprise, c'est qu'on ne la demande pas, mais ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas ». Et voilà, ça c'est dit. Alors à Marseille, il y a une seule chose qui peut réconcilier Bruno Gilles et Martine Vassal, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est la Chandeleur. Et oui, puisque les deux candidats se sont retrouvés pour bénir les navettes. Les navettes, ce sont les biscuits de Provence qui remplacent les crêpes à la Chandeleur à Marseille. Et cette bénédiction des navettes, c'est un rendez-vous obligatoire pour tous les candidats à une élection municipale. C'est une tradition politique et on ne peut pas l'éviter. Voilà, et on ne peut pas échapper aux traditions. On va passer de Marseille à Paris. On va voir Benjamin Griveaux qui n'en finit pas avec ses positions choc. Et oui, sa nouvelle proposition à Benjamin Griveaux, c'est de supprimer toutes les voitures de fonction de la mairie de Paris. Écoutez-le. En tout cas, il n'y aura plus de chauffeurs à la ville de Paris. Y compris celle du maire. Y compris celle du maire. Écoutez, dans toutes les entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler, dans beaucoup d'organisations, on utilise soit les transports en commun, soit il y a des taxis verts à Paris. Eh bien, moi, je considère que le maire, il n'a pas vocation à avoir forcément un chauffeur. Les taxis verts, ça fonctionne très bien et ça fera marcher les artisans taxis parisiens, c'est tant mieux. Vous, maire de Paris, vous prendrez le taxi le matin pour rejoindre l'hôtel de ville? Non, parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc j'irai à pied. Et oui, il habite à côté, donc forcément, il peut supprimer les voitures de fonction. Autre proposition choc de Benjamin Griveaux, c'est de proposer un apport de 100 000 € à chaque habitant parisien de classe moyenne pour pouvoir s'acheter une résidence principale. Et cette proposition, elle fait grincer des dents le camp d'Anne Hidalgo. Écoutez ce qu'en pense l'adjoint d'Anne Hidalgo au logement, Yann Brossa. On est en période de campagne, dit-il. Je le comprends. Cela dit, cela ne doit pas être un prétexte, pour raconter n'importe quoi et pour essayer d'acheter des voix avec des propositions qui ne sont pas praticables sur le plan des finances publiques. Et en tout cas, du côté de Cédric Villani, dans cette campagne parisienne, cela ne va pas non plus très fort en interne, puisque Cédric Villani a perdu sa chef de file dans le 14e arrondissement, Hélène Roch. Regardez le motif de son départ. J'ai quitté mes fonctions de chef de file de la campagne dans le 14e arrondissement. C'est un choix politique suite à un désaccord politique. Allez, on va partir dans le Nord maintenant, Alex. Le Rassemblement national qui fait campagne sur la lutte contre le communautarisme. Et oui, c'était hier sur le plateau du Talk du Figaro, chez vous, Yves Tréhard, puisque Sébastien Chenu, député Rassemblement national, candidat RN dans la commune de Denain, il attaque ses adversaires dans le Nord, notamment sur leur lien avec le communautarisme. Écoutez. Je vois aussi que La République En Marche, qui à force de déguiser des candidats, se prend les pieds dans le tapis parce qu'elle soutient des candidats qui ont des pratiques sulfureuses, douteuses, un mélange avec l'islam radical. C'est le cas à Denain avec une candidate socialiste qui a C'est pas La République En Marche. Non, mais elle est soutenue par La République En Marche et dont le référent lui-même est très proche des frères musulmans. C'est ainsi que le journal Marianne le disait. À Maubeuge, où un maire UDI soutenu par La République En Marche, puisqu'ils sont interchangeables, UDI, République En Marche, tout ça, ce sont les mêmes, laisse le communautarisme s'installer quand il ne le soutient pas, même lui-même, dans la ville.
Allez, on va passer au bref de campagne, Alex, et on commence par le retour de Najat Vallaud-Belkacem sur la scène politique. Et oui, l'ancienne ministre de François Hollande, qui s'est retirée provisoirement de la vie politique après 2017, eh bien, elle a décidé de s'engager un peu dans la campagne municipale, notamment à Grenoble, où elle sera présente cet après-midi aux côtés d'Olivier Noblecourt, candidat exclu du Parti socialiste. Et puis demain, elle sera à Lyon, aux côtés de Sandrine Runel, candidate PS à la mairie de Lyon. Et puis, autre bref, cette fois-ci à Montpellier, puisque l'ancienne tête de liste Europe Écologie Les Verts, Clotilde Ollier, qui a été suspendue de son étiquette par son parti, eh bien, elle a déposé devant la justice un référé pour contester la décision d'Europe Écologie Les Verts, et la justice a refusé de se prononcer sur ce recours. On termine avec une dynastie. Et oui, une dynastie municipale. Ça se passe en Ardèche, dans la commune de Châteaubourg. C'est un village de 250 habitants, un village qui est dirigé par la même famille depuis 130 ans. Depuis 1888, les Courbis se succèdent de père en fils. Et le dernier de la lignée, c'est Laurent Courbis, actuel maire de Châteaubourg depuis 18 ans. Il a décidé de se représenter à un nouveau mandat. Et c'est encore une fois le peuple de Châteaubourg qui tranchera en mars prochain. Eh bien, merci beaucoup Alex. Bougez pas, on vous retrouve dans quelques secondes pour votre revue de presse. Un mot rapidement peut-être sur ce retour de Nicolas Sarkozy. Finalement, c'est lui qui va trancher entre Martine Vassal et Bruno Gilles. Non, c'est tranché. L'histoire est tranchée. Non, elle est tranchée. Pas de réconciliation possible. Par le parti, ça a été Muselier. C'est finalement Renaud Muselier qui est un homme important dans la ville. C'est finalement... après avoir soutenu Bruno Gilles et s'est rallié à la candidature de Martine Vassal. Nicolas Sarkozy, ça ne peut être qu'un plus pour Martine Vassal, c'est vrai. Mais Martine Vassal est quand même largement favorite dans cette ville, où elle fait une campagne qui est intéressante à suivre parce que elle est très articulée, cette campagne, et ça ne peut être qu'un plus pour elle. Voilà. Très rapidement sur Najat Vallaud-Belkacem, Nathalie. La vengeance est un plat qui se mange très très froid. Et comme Gérard Collomb l'a fait chuter à Villeurbanne lors des législatives en juin 2017, elle revient opportunément pour rendre à Gérard Collomb la monnaie de sa pièce. Et voilà, allez, on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale, vos quotidiens régionaux avec Alex. Et on commence avec l'Alsace, Alex. Et le journal L'Alsace qui s'intéresse au message national des élections municipales. Alors certes, on dit toujours c'est une élection locale, mais on ne peut pas échapper à la lecture nationale de ce scrutin. Et les 15 et 22 mars prochains, les électeurs pourraient mettre dans l'urne un vote sanction à l'encontre du gouvernement ou tout simplement soutenir la majorité présidentielle dans leur ville. C'est un dossier qui a été réalisé par vous, Nathalie Moret. Un petit mot, Nathalie, du coup. Oui, exact. On s'aperçoit que quand on remonte des années avant, les élections municipales ont toujours eu une importance pour les élections suivantes et dans la lecture du paysage national. Donc je fais le point là-dessus et je dis que certes, ce sont des élections locales, mais il y aura une lecture nationale très importante et il ne faut pas la zapper. Et c'est donc à lire dans l'Alsace, à la une de Centre Presse. Et le journal de l'Aveyron qui s'intéresse aux maires de l'Aveyron qui jettent l'éponge. Et oui, avec un chiffre, 28% des maires des communes du département de l'Aveyron ne vont pas se représenter. Et actuellement, 20% sont toujours dans l'incertitude concernant une future candidature. Et on termine avec Nord-Éclair. Nord-Éclair qui s'intéresse aux communes associées. Ce ne sont pas les communes nouvelles, ce sont les communes qui mutualisent leurs moyens. Et ces communes associées, elles forment un véritable enjeu dans la campagne municipale puisqu'il y a des candidats qui veulent tout simplement retrouver l'autonomie de leur commune ou alors remettre à plat ces associations. Merci beaucoup Alex. On va regarder rapidement vos unes, mais il nous reste peu de temps. La une de la lettre de l'expansion, votre édito, le temps politique, Pierre. Le temps politique en référence à la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui. Qui est depuis hier en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Et il va venir maintenant vraiment le temps du débat politique, du dialogue politique, un peu loin des dialogues de la rue et des bruits de la rue qu'on a connus ces dernières semaines. Et c'est à lire dans la lettre de l'expansion en 30 secondes, Yves, à la une du Figaro, l'État impuissant face à la radicalisation de ses agents. Oui, à la radicalisation des agents des services publics ou parapublics en tous les cas, avec, on se souvient de l'attentat de la préfecture de police de Paris. On a hier un attentat qui a été commis, il n'y a pas eu de mort, mais dans une gendarmerie. Il semblerait que ce soit un militaire qui soit l'auteur des faits. Et tout ça pour dire que demain doit être rendu un rapport d'étape sur justement ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris.
et ça va inspirer sans doute une nouvelle législation. Et c'est à lire dans le Figaro aujourd'hui. On a vu votre dossier dans l'Alsace. Nathalie, on va regarder la une des dernières nouvelles d'Alsace, l'affaire Aumann relancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce club des municipales. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement. À demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.